matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la volée, je suis très heureuse de recevoir Jacques Beau. Bonjour Jacques Beau. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, ancien colonel d'état-major général, ancien membre du renseignement stratégique suisse, spécialisé pays de l'Est, formé dans les services de renseignement américains-britanniques. Et au sein de l'OTAN, vous avez suivi la crise ukrainienne, je le rappelle, de 2014, puis participé à des programmes d'assistance à l'Ukraine. Et on a l'habitude de beaucoup vous entendre, notamment sur ce qui se passe du côté Europe de l'Est, Russie, Ukraine. Et là, on vous entend aujourd'hui sur un nouvel ouvrage que vous publiez, Opération Déluge d'Al-Aqsa, la défaite du vainqueur, chez Max Milo toujours, là-dessus vous n'avez pas varié, et pour une analyse considérable sur ce qui se passe sur la scène israélo-palestinienne. Évidemment, vous parlez de ce qui se passe depuis l'attaque du 7 octobre 2023, mais bien sûr vous remontez beaucoup, vous remontez à l'histoire en fait d'Israël et comment ces fonds de tension en fait, se sont créés sur déjà des erreurs, des approximations, des partitions inégales. On va y revenir. On va parler notamment d'une révélation que vous faites sur un rapport de la CIA qui avait prévu à l'avance qu'il y aurait des tensions. Et puis, sur les séries de mensonges qui ont suivi. Et puis, aujourd'hui, vous dites finalement, eh bien, l'étau se resserre, mais pas contre Gaza, pas contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais contre Israël. Et on va revenir évidemment sur ce qui se passe, notamment au niveau international et la Cour pénale internationale. Mais pour commencer, peut-être de dérouler ce livre fleuve que vous proposez, qui est très 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 riche, vraiment, et pour ceux qui ne comprennent pas trop les problèmes, d'abord c'est bien écrit, c'est très chapitré, donc ça permet quand même d'arriver tout de suite là où vous le cherchez, et puis c'est surtout très très renseigné, comme à votre habitude, Jacques Beau. Alors peut-être pour commencer, je voudrais qu'on revienne sur l'attaque du 7 octobre 2023. Vous revenez dessus. D'abord, comment était-elle préparée? Et puis, finalement, que visait-elle? Vous révélez qu'elle ne visait pas le festival de musique Supernova. Alors, tout d'abord, merci d'abord de m'inviter. Et peut-être, juste avant de répondre à votre question, revenir quand même, parce que comme vous l'avez dit, on m'a connu ces derniers mois sur la question de l'Ukraine, parce que j'ai été impliqué d'ailleurs directement dans ce conflit par mes fonctions dans l'OTAN. Mais... maintenant, je viens sur le Moyen-Orient, qui en fait, c'est mes anciennes amours, puisque j'avais écrit il y a 20 ans un livre sur la guerre asymétrique, dont le sous-titre était « La défaite du vainqueur ». Donc on retrouve le même sous-titre, et c'est à dessein, parce qu'il y a 20 ans, j'expliquais exactement les mêmes erreurs que fait Israël aujourd'hui en réalité. Et j'avais déjà annoncé il y a 20 ans que les problèmes allaient s'accentuer pour Israël, et on est effectivement dans ce scénario. Et ce livre qui est considérable, il fait 460 pages. Je vous rappelle que le précédent, je l'ai publié au mois de janvier. Oui, non mais... le rythme, alors, pour expliquer le rythme, j'ai commencé à écrire ce livre juste avant que le Hamas déclenche son attaque le 7 octobre. Ah, intéressant. Voilà. Parce que j'avais déjà indiqué, et j'avais indiqué... On était dans un état de tension. On était dans un état de tension, et je l'avais dit même 4 jours avant dans une conférence à Genève. Alors justement, c'est tout ce que vous expliquez, on va y revenir. Voilà. Vous voulez qu'on y aille tout de suite sur la tension? Non, je vais répondre à votre question quand même, parce que au-delà de l'événement même de ce festival de musique, ça explique aussi que tout ce que j'écris là-dedans n'est pas mon invention. Ça vient des rapports de police israéliens, des rapports des enquêtes qui ont été faites par des journalistes israéliens, parce que les Israéliens... C'était souvent à Haaretz, j'ai remarqué. C'est Haaretz ou Idiot Ahronot, et puis vous avez d'autres, Channel 12, etc. Al Jazeera, j'ai essayé de l'imiter. J'ai essayé de prendre, comme à mon habitude, j'essaye de prendre les sources qui sont le plus, si vous voulez, proches du problème, mais pas nécessairement... J'ai pratiquement pas de sources palestiniennes, par exemple. J'essaye toujours de montrer qu'il est possible de comprendre le conflit en regardant même leurs propres sources. Oui. Exactement, c'est ça qui me semble très important. Et donc là, dans l'affaire de cette rêve party, que les Israéliens ont essayé de comprendre aussi, la police est arrivée à la conclusion c'est très intéressant, c'est un rapport de police que vous dites, qui va arriver à la conclusion que vous allez nous donner. Exactement, c'est un rapport de police israélienne. Qu'on n'a absolument pas entendu chez nous.
Voilà, et c'est ça qui est intéressant, si vous voulez. C'est d'ailleurs exactement comme le conflit en Ukraine, et c'est d'ailleurs un peu pour ça que j'ai écrit ce livre, parce que j'ai vu des similitudes entre le traitement de la crise en Ukraine et celle-ci. C'est-à-dire que ce qu'on écrit en Ukraine, par exemple, la fameuse proposition de paix de mars 2022, elle était dans la presse israélienne, la presse ukrainienne, pardon, en avril 2022. Et pas seulement en mars 2023, en novembre 2023, comme on l'a raconté. Et ici, on a, dans la presse israélienne, on a des rapports détaillés sur ce qui s'est passé le 7 octobre. On a des analyses très fouillées qui ont été faites par des journalistes de vrais médias israéliens. Et pour la Rave Party, la police est arrivée à la conclusion que la Rave Party, en réalité, elle aurait dû se terminer la veille du 7 octobre, c'est-à-dire le vendredi 6 au soir. Et comme elle fonctionnait bien, les organisateurs ont demandé à la dernière minute une prolongation. Exactement, qui a été accordée. Et il y a eu une polémique d'ailleurs en Israël parce que à minuit, vous savez que l'attaque palestinienne a commencé à 6h30 du matin, mais à minuit, les services secrets israéliens ont détecté des choses inhabituelles dans la bande de Gaza qui pouvaient annoncer quelque chose. Et la polémique est venue, c'est pour ça que les Israéliens sont penchés sur cette Rave Party, parce qu'ils ont dit, mais compte tenu des avertissements qu'il y avait à minuit, parce qu'il y a eu une réunion d'urgence à minuit pour savoir ce qui se passait à Gaza, compte tenu de cette alerte, comment est-ce se fait-il qu'on ait accordé la prolongation Et la police israélienne a constaté que lorsque les Palestiniens ont attaqué en fait la base de Reim, qui est juste adossée au festival. Donc il y a une base militaire. Il y a une base militaire, et donc c'est ça qui était l'objectif. Les Palestiniens visaient la base militaire et non pas la Rave Party. Exactement. On n'est pas du tout dans le même genre d'attaque. Pas du tout. Et ils ont attaqué, très bien, il y a un catalogue de 25 objectifs militaires qui étaient dans ce qu'on appelle l'enveloppe de Gaza. C'est en fait le dispositif militaire autour de Gaza, commandé sous le patronage de la division de Gaza. C'est une division spécifique organisée pour la surveillance et la maîtrise de la situation à Gaza, et dont le quartier général se trouve à Reim, justement, là où se trouvait la Rave Party. Ah oui, d'accord. Et donc, la police israélienne a même constaté que les Palestiniens, quand ils sont arrivés, ils ont été tellement surpris de voir tous ces jeunes, qu'à certains, ils ont même demandé le chemin de la base militaire. Ah oui. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans une configuration qui laisse supposer que les Palestiniens aient visé la Rave Party, comme on l'a laissé entendre par la suite. Et, après, il y a quand même eu des meurtres. Vous dites beaucoup autour des voitures, parce qu'en fait, dans leurs voitures, les Israéliens avaient des armes. Ils s'apprêtaient à se défendre, et c'est à ce moment-là aussi qu'il y a eu des tirs. Exactement, il y a eu des tirs, et en fait, la population, ces jeunes qui étaient là, quand ils ont vu les Palestiniens arriver, évidemment, tout ça s'est éparpillé un peu comme un essaim de moineaux, si j'ose dire, et il y a eu une confusion complète, et à telle enseigne d'ailleurs que les pilotes d'hélicoptères israéliens Alors ça, allez-y, parce envoyés sur place n'ont pas réussi à comprendre ce qui se passait tant la confusion était complète, et ils ont appelé leur quartier général disant qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, et le quartier général leur a donné feu libre et de tirer pour empêcher la prise d'otages. Et cette fameuse directive Hannibal qui a déjà été évoquée dans la presse à nombreuses reprises, qui consiste à dire que lorsqu'il y a une prise d'otage, les Israéliens privilégient la destruction du preneur d'otage à la vie de l'otage. Donc la première priorité, c'est de détruire le preneur d'otage, quel que soit le prix, et la deuxième priorité, c'est de sauver l'otage. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, je cite un colonel de l'US Air Force, enfin pas de l'US Air Force, pardon, de la force aérienne israélienne, qui dit ce 7 octobre, nous avons fait un Hannibal de masse. Ouais. Et donc vous vous rappelez également que ces hélicoptères israéliens ont tué, c'est eux qui ont pu tuer la plus grande partie des jeunes de la Rave. Voilà, c'est ça ce qui ressort d'ailleurs d'une... C'est pas ma conclusion, ça, mais il y a Ediot Aharonot, si ma mémoire est bonne, qui a fait un comment dire... Enfin, il y a plusieurs journaux, à vrai dire, qui ont cité ça. J'ai un peu repris différentes citations pour montrer qu'on n'est pas sur une constatation unique, mais qu'il y a aussi plusieurs médias qui ont fait la même analyse et la même constatation.
Mais on a effectivement les missiles, les hélicoptères israéliens ont tiré des missiles Hellfire, qui sont des missiles explosifs antipersonnels qui font des dégâts énormes. Et quand on voit les images aujourd'hui du parking, si j'ose dire, des voitures qui étaient là, de ces jeunes qui étaient parqués, on voit que tout le parking est complètement brûlé. Ce qui indique quand même des armes que n'avaient pas les Palestiniens. N'est-ce pas ? Et d'ailleurs, parmi les 1400 victimes de cette journée-là, annoncées par les autorités israéliennes dès la fin du 7 octobre, eh bien, il y avait 200 Palestiniens qu'il a fallu un mois pour reconnaître, tant ils étaient brûlés, et avec d'autres Israéliens. Donc ça, ce ne sont pas les Palestiniens qui se sont brûlés eux-mêmes. Et je rappelle que ça part d'un rapport policier israélien. Et donc, tout à fait. On est vraiment sur des sources, on n'est pas là en train de délirer. Et moi, je trouve que c'est un bon point de départ de notre conversation, parce qu'on voit en fait que depuis le début de cette attaque, qui reste malgré tout une attaque, il y a eu une mauvaise compréhension du conflit qui nous a tous, enfin, on s'est tous bercés un peu comment dire, d'erreurs en tout cas, si ce n'est de mensonges, et qui aujourd'hui ne nous ont pas permis en tout cas, nos gouvernements n'ont pas réagi comme il le fallait. C'est ce que vous dites. Alors, c'est exactement ça. En fait, c'est pas simplement qu'il y a eu une mauvaise compréhension, il y a eu immédiatement un narratif qui s'est mis en place très rapidement, et on retrouve exactement le même schéma que ce qu'on a eu en Ukraine en réalité, c'est-à-dire que le narratif a pris une dimension quasi stratégique, parce que c'est sur la base de ce narratif que s'est alignée la stratégie israélienne d'une part, mais aussi, on ne peut pas parler de stratégie parce qu'on a des gouvernements partout en Europe qui travaillent sans stratégie, ça décide un petit peu au doigt mouillé, à vrai dire, mais on a eu... Comme le suivisme occidental, on peut dire. C'est ça, et c'est même... En l'occurrence, c'est presque la complicité, à vrai dire. Parce que quand on a la Cour pénale, la Cour de justice internationale... On va arriver au désastre, évidemment, qui se déroule à Gaza. Quand on est dans la plausibilité d'un génocide, on s'aperçoit que les pays occidentaux n'ont eu absolument aucune réflexion par rapport à ça. Et il n'y a eu absolument aucune analyse, qui montre d'ailleurs aussi que nos services de renseignement sont extrêmement mal informés sur ce qui se passe dans cette région. Alors, soit ils sont mal informés, soit ils sont bien informés, mais le message ne remonte pas jusqu'à là-haut. Alors, c'est ce que je dis souvent. Je vous rappelle que j'ai une expérience personnelle de ces défaillances qu'il peut y avoir dans le système de prise de décision. Mais là, il y a plusieurs phénomènes qui se conjuguent. D'abord, un d'entre eux, c'est que concernant Israël, la situation en Palestine, les pays occidentaux s'en remettent à peu près totalement à ce que disent les Israéliens. Oui. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de source autonome. Mais même, presque totalement à 99%, on va dire. Oui, c'est ça. Oui. À peu près, pour les Américains, ça fait un petit peu moins. Ah oui, les Américains sont toujours un peu... Mais même pour l'Ukraine, d'ailleurs, on l'a vu. C'est-à-dire qu'ils ont leurs sources, et d'ailleurs, je cite dans le livre qu'il y a, vous savez que les Britanniques et les Américains ont des bases d'écoute électronique à Chypre, et des bases aériennes d'ailleurs, à partir desquelles des avions de renseignement électronique ont pu être envoyés sur zone en Palestine. Et donc les Britanniques et les Américains ont des sources qui vont un peu au-delà de ce que racontent les Israéliens. Mais grosso modo, effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de grande diversité dans les sources de renseignement, et de ce fait, on a un renseignement qui est assez monocolore et dans lequel le côté analytique, si vous voulez, est très faible. Alors, que s'est-il passé finalement à partir de cette attaque qui a été modifiée dans le narratif? Eh bien, évidemment, l'opération Déluge d'Al-Aqsa, et puis un questionnement de génocide, en tout cas à Gaza. On en parle, vous en parlez beaucoup dans votre livre. Nous, on en a déjà aussi beaucoup traité ici, ce qui est déjà rare, en fait, dans les médias français, puisque à l'époque, je m'étonnais au moment justement de la plainte portée par l'Afrique du Sud, que ce soit que très très peu relayé. J'avais retrouvé que des articles de l'Humanité, pour vous dire, sur le sujet, qui était à peu près un des rares à traiter du sujet en France. Et donc, cette opération meurtrière
à Gaza, qui montre qu'il y a sûrement autre chose qu'une défense contre l'attaque menée, surtout si l'attaque était une attaque militaire ciblée. Euh, donc, qu'est-ce que finalement qu'est-ce que ça révèle, cette opération? Et puis finalement, après, vous allez nous raconter dans quoi s'enferme progressivement non seulement Israël, mais nous, par notre jeu d'alliance ou de soutien. On avait quand même un soutien inconditionnel. Alors maintenant, on a un peu tempéré, mais malgré tout, le soutien occidental et français à cet Israël qui est en train de ne pas respecter les règles internationales qu'elle-même, en fait, dont elle-même se réclame. Oui, alors effectivement, le 7 octobre, c'est un peu comme le vase qui déborde, Ouais, si vous c'est ça. voulez, d'une situation qui s'est dégradée depuis plus de 75 ans, En fait, depuis la création de l'État d'Israël. depuis même avant. Oui, En c'est ce que vous réalité, racontez d'ailleurs. Oui. Depuis avant, depuis 1947, puisque la résolution 181 des Nations Unies qui qui proposait un plan de partage, n'a jamais été respectée. Alors tiens, puisque vous en parlez de la résolution 181, qui n'a pas été respectée à peine, même pas du tout. Elle n'a jamais été respectée, pas un seul jour. Elle a été directement modifiée. D'ailleurs, c'est ce qui a déclenché la guerre de 1948. Mais dès la résolution 180, la CIA, vous dites, est dubitative quant à la sincérité des Juifs. Et je cite un extrait de la CIA qui met en garde contre l'acceptation du plan de partition et anticipe la violence qui en découlerait. Et en fait, quand on suit... Donc ça, qui date donc de 1947, j'imagine. Alors, ce rapport de la CIA a été écrit la veille du vote de l'Assemblée générale des Nations unies et recommandait au président Truman de ne pas accepter la création, ce plan de partage. Et vous allez peut-être lire un passage. Oui. Et on remarque que ce passage est étonnant de prescience. Ouais, c'est incroyable. Je vais vous le lire immédiatement. Je rappelle pour tous qu'évidemment, on est donc à quelques mois de la création de l'État d'Israël. Donc on est vraiment là dans un moment de tension et stratégiquement très important. Donc voilà ce que dit ce rapport. À long terme, aucun sioniste en Palestine ne sera satisfait des arrangements territoriaux du plan de partition. Même les plus conservateurs des sionistes voudront obtenir tout le Negev, c'est ça, la partie ouest de la Galilée, la ville de Jérusalem et finalement toute la Palestine. Les extrémistes n'exigeront pas seulement toute la Palestine, mais voudront toute la Transjordanie. Dans le chaos qui suivra la mise en œuvre de la partition, des atrocités seront certainement commises par des Arabes fanatiques. Ces actions recevront une large publicité et seront même exagérées par la propagande juive. Les Arabes seront accusés d'être les attaquants, quelles que soient les circonstances réelles. Voilà, je rappelle que je suis en train de lire un extrait d'un rapport de la CIA qui date de 1947. Qui date du 27 ou 28 novembre 1947. Oui, je sais. Oui. Ça, on est juste avant, on est à la veille du je vote. lis 5 octobre 47, c'est ça? Non. Bon. Enfin bref. Bon, oui, on est dans les parages. Il est très tôt, en tout cas, et il décrit exactement ce qui se passera. Ah oui, 28 novembre 47, pardon. C'est 28, c'est ça, 28 novembre 47. Et il explique d'ailleurs, comme le rapport le dit, il y a cette volonté de s'étendre en Transjordanie, qui explique d'ailleurs encore aujourd'hui pourquoi les Palestiniens ne peuvent pas reconnaître l'État d'Israël, parce qu'Israël n'a jamais défini ses frontières. Oui. Parce que... Ça, c'est le mal originel. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? C'est-à-dire que la résolution 180 prévoyait donc un partage de la Palestine. Mais il y avait avant 1948, c'est-à-dire à l'époque où cette résolution a été votée, il y avait encore un État de Palestine. Qui existait, qui était la Palestine mandataire, qui était un État avec son administration, avec des passeports, puisque Golda Meir elle-même dit « j'étais palestinienne, j'avais un passeport palestinien ». Donc il y avait un État de Palestine. Donc la résolution 180 impliquait qu'on abolisse cet État et qu'on en crée un second qui soit cette fois-ci, le cas échéant, partagé entre un territoire, enfin un État juif et un État palestinien, plus un territoire international qui aurait été Jérusalem. Ça, c'est la proposition. Mais cette répartition des territoires, l'Assemblée générale des Nations unies n'avait pas le pouvoir de l'accorder comme ça. La carte qui a été proposée, ça n'est pas une décision, comme souvent on le présente dans les médias. Ça n'était pas une décision parce que l'Assemblée générale n'avait pas le pouvoir de faire cette décision. Mais elle devait être, c'était une proposition qui devait être entérinée par des référendums. Or, il n'y a eu ni référendum pour la dissolution de Palestine, ni référendum pour
comment la création d'États juifs ou palestiniens ou arabes ou ce qu'on veut. Et par conséquent, on est en réalité, les Juifs, et la raison pour laquelle il n'y a pas eu de référendum est très simple d'ailleurs, c'est parce que la population juive à l'époque représentait environ un tiers des habitants de la région, donc il y avait eu toutes ces immigrations consécutives à la Deuxième Guerre mondiale, et ils représentaient, oui, grosso modo, un tiers de la population, et les 2 tiers étaient arabes. Par conséquent, s'il y avait eu un référendum, les Arabes auraient certainement gagné le référendum. Or, à cette époque-là, les Arabes étaient plutôt favorable à conserver l'État de Palestine et à faire coexister 2 peuples dans un seul pays. D'ailleurs, c'est une solution qu'on réentend aujourd'hui, cette idée d'un seul État avec 2 peuples. Et les Israéliens, eux, ou les Juifs, parce qu'on ne parlait pas encore d'Israéliens à l'époque, Israël n'ayant pas été encore créé, les Juifs prévoyaient plutôt un État juif. C'est évidemment la revendication des sionistes, et un État arabe qui aurait vécu en coexistence. Mais comme aucun référendum n'a été fait, sont les milices juives qui ont mené une attaque et qui ont créé cette fameuse Nakba, c'est-à-dire la catastrophe, c'est-à-dire simplement expulser les Arabes des régions qu'ils occupaient et occuper un territoire que l'on reconnaît aujourd'hui sous les frontières dites d'avant 1967. C'est ce qu'on appelle la ligne verte, qui d'ailleurs n'est pas une frontière officiellement reconnue, c'est une frontière admise de facto, parce que, comme je l'ai dit, Israël n'a jamais défini ses frontières. Oui. Et le fait qu'ils ne définissent pas ses frontières fait qu'aujourd'hui, les Palestiniens ne peuvent pas reconnaître un État dont les frontières ne sont pas définies, parce que ça voudrait dire qu'ils pourraient reconnaître l'autorité israélienne sur leur propre terre. Tout à fait, c'est ce que vous expliquez, qui explique une grande partie du problème. On va juste rapidement, parce que je voudrais quand même qu'on arrive sur la Cour pénale internationale et ce qui se passe aujourd'hui, mais pour continuer de bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, au moment de la création de l'État d'Israël, aussi comprendre que tout ça, et vous l'expliquez très bien, est lié évidemment à la Seconde Guerre mondiale, au régime nazi. Finalement, les nazis ont même, les sionistes ont fait une forme d'alliance avec les nazis pour aller s'installer sur l'État d'Israël. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors effectivement, lorsque Hitler est arrivé au pouvoir en 1933, la communauté sioniste, et je précise bien, pas juive, sioniste, allemande, a vu qu'il y avait une opportunité pour eux, parce que Hitler prévoyait d'expulser, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de solution finale, ça s'est venu en 1942, oui. Alors que, parce que précisément on ne pouvait plus expulser les Juifs vers la Palestine. Donc, mais au départ, l'idée des Allemands était, enfin des nazis plus exactement, était d'expulser les Juifs d'Allemagne. Et les sionistes ont vu une opportunité, ils se sont dit, si on les expulse, autant les expulser vers la Palestine, qui à cette époque-là était occupée par les Britanniques, n'est-ce pas ? Enfin, c'était sous mandat britannique. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu une forme effectivement d'alliance entre les sionistes, pas la communauté juive, je le répète, les sionistes et le gouvernement allemand, dans un accord qu'on a appelé l'accord de transfert, qui permet aux Juifs, c'est un mécanisme qui permettait à la population juive allemande de regagner la Palestine. Les choses sont un peu plus complexes que ça parce qu'il y avait encore un embargo décrété contre l'Allemagne. Enfin bref, donc cet accord de transfert permettait de contourner un certain nombre de difficultés juridiques. Vendant leurs biens, récupérant les biens. Voilà, on ne va pas entrer dans tous les détails. Mais il y a eu cet accord. Il y a eu des SS qui ont été visités, qui ont été en Palestine d'ailleurs, invités par les sionistes, n'est-ce pas, pour revoir ces relations. Donc, un de ces SS était d'ailleurs Eichmann, qui sera plus tard l'artisan de la déportation. Donc, les Allemands n'ont jamais été pro-palestiniens, ils n'ont jamais été pro-sionistes, ils n'ont jamais été pro-juifs, évidemment. Les sionistes n'ont jamais été nazis, donc ça doit être très clair dans le propos, mais ils ont vu qu'il y avait, sur ce point-là, il y avait une convergence d'intérêts, et ils ont décidé de manière très opportuniste d'utiliser cette idée pour expulser les Et Juifs. Juste pour qu'on continue d'avoir un peu le contexte, la Russie se dit soutient au départ Israël, et puis finalement va soutenir plutôt la Palestine. Voilà, à ce moment-là, c'est l'URSS. Alors, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire que là, au début,
la présence des Juifs en Palestine a été vue par Staline comme une lutte contre l'impérialisme britannique. Et donc, il y avait un soutien apporté par l'Union soviétique aux Juifs. Et alors, ils ont fourni des armes, etc. D'ailleurs, on le trouve dans le rapport de la CIA que vous avez mentionné tout à l'heure, où on voit bien que les Soviétiques aident déjà la résistance juive à l'époque. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que dès que les Israéliens ont déclaré leur indépendance, ils sont très rapidement tournés du côté des Occidentaux, bien entendu. Donc l'URSS s'est retrouvée et l'URSS, voilà, Staline s'est senti trompé, et ça a déclenché chez lui alors une réaction assez vive qui s'est traduite par une sorte de purge à l'intérieur de l'Union soviétique, où on a vraiment il y avait beaucoup dans le système communiste, historiquement d'ailleurs, pas seulement à ce moment-là, mais historiquement, il y avait beaucoup de juifs dans les instances supérieures du Parti communiste. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous avez en Ukraine, pour revenir au conflit ukrainien, l'Holodomor, qui était cette famine causée ou créée par les soviétiques en Ukraine. Terrible famine. Une terrible, où il y a eu des 7 millions de morts. On ne connaît pas exactement le chiffre, mais grosso modo, c'est le chiffre qui est avancé. Et les Ukrainiens, de l'ouest du pays, donc les bandéristes comme on les appelle, etc., ont toujours tenu les Juifs pour responsables de cette parce qu'ils faisaient partie des classes dirigeantes du NKVD, c'est-à-dire les services secrets ou le service de sécurité intérieure soviétique, qui étaient responsables de la mise en application de cette famine, si vous voulez. Enfin, ils n'ont pas appliqué une famine, ils ont tout simplement... C'était dans les instances dirigeantes, on va dire. Voilà, ils étaient dans les instances dirigeantes. Il s'agissait d'utiliser la vente de blé pour obtenir des devises étrangères. Les origines sont très contestées. Je n'ai pas la vérité historique là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que la perception, c'est ça qui est important, la perception des bandéristes a été que les Juifs en étaient responsables. Et ça a fait partie de leur propre narratif. Leur propre narratif, et ça explique en partie pourquoi ils ont participé aussi à des exactions contre les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Là où je voulais en venir, c'est que ce qui est intéressant, c'est que finalement l'URSS finit par soutenir la Palestine, qui finalement se nourrit de cet argument anticolonialiste et de lutte contre ici le dominant israélien. Et ça, c'est quelque chose, c'est intéressant parce que jusqu'à maintenant et jusqu'au Hamas, vous dites que finalement le Hamas c'est un peu fondé sur une construction un peu soviétique, enfin marxiste, on va dire. Oui et non. Je le résume. Oui, c'est vraiment très... En fait, c'est plus subtil que ça, parce que on a eu dans la résistance palestinienne, tout mouvement palestinien confondu, avec quelques très rares exceptions, on a eu jusqu'au début des années 70, en fait, on avait une résistance qui était essentiellement à vocation anti-impérialiste, si vous voulez, anticolonialiste, anti-impérialiste. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs je cite la fameuse conférence tricontinentale de 1966, où pratiquement tous les mouvements de résistance du monde sont réunis sous l'égide de l'Union soviétique, parce que l'Union soviétique utilisait ces mouvements de résistance pour finalement affaiblir l'Occident, etc. Donc on a tout un jeu qui est extrêmement complexe, mais on est sur ce grand échiquier de la guerre froide. Et les Palestiniens s'inscrivent dans cette tendance. Mais avec l'affaiblissement de l'Union soviétique et le fait que l'Union soviétique progressivement se retire de ce combat internationaliste, etc., on a la montée en puissance d'une autre idéologie, si vous voulez, de résistance, qui est liée à l'islam. Le facteur réunificateur n'est plus le marxisme, mais l'islam. On a un nationalisme. L'internationalisme a été remplacé par un nationalisme islamique. Voilà. Ouais, vous dites le Hamas utilise l'islamisme pour associer la communauté musulmane à la cause palestinienne qui, elle, menaçait de tomber dans l'oubli après la chute du communisme. Voilà. C'est ça. Pour retrouver exactement vos propos. Donc c'est vrai que voilà, maintenant on voit à peu près les exemples. Alors pour revenir sur ce qui se passe et ce qui s'est passé entre 47 et 48 et aujourd'hui jusqu'à l'attaque de Gaza, le déluge d'Al-Aqsa et les condamnations internationales dont on va parler. Justement, comment finalement l'Occident s'est-il enfermé, et Israël en premier,
enfermé, a-t-il diligenté ces opérations? Vous allez nous raconter un peu les opérations. Et comment est-ce resté sans condamnation? Alors, tout ça est Si évidemment... on remonte un peu l'historique, de 1948 jusqu'à aujourd'hui. Oui, on est dans un problème qui est presque dans le psychisme collectif de l'Occident. Parce que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a en Europe, et particulièrement en Allemagne et en France, très particulièrement, on le voit moins dans d'autres pays, mais en France et en Allemagne, ce sont deux pays qui sont profondément coupables de ce qui s'est passé. C'est le poids de la culpabilité. C'est le poids de la culpabilité. Et ce n'est pas pour rien si aujourd'hui encore, dans les médias, on a ce soutien. En réalité, il est inconditionnel. Politiquement, on essaye d'adoucir le propos aujourd'hui parce qu'on voit qu'inconditionnel pourrait s'associer à un génocide. Ouais. Donc, on commence à avoir un peu comment on dit en anglais, les pieds froids. Mais la réalité est que, malgré tout, on est dans un soutien inconditionnel. Quand on entend la rhétorique, l'explication du conflit, la manière d'expliquer, d'entrevoir des solutions. Enfin, on n'essaye même pas de faire entrevoir des solutions, bien souvent, mais comment expliquer le statu quo, on s'aperçoit qu'il y a effectivement en France et en Allemagne un sentiment de culpabilité qui affecte un jugement, j'allais dire, impartial de la chose. Alors, aux États-Unis, la situation est un peu différente. Ils n'ont pas le sentiment de culpabilité parce qu'ils se considèrent comme étant les libérateurs de l'Europe. Et donc, pour eux... Du monde même. Donc, ils n'ont pas... Eux, ils sentent qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Mais là, il y a un autre mécanisme qui est intervenu, c'est qu'effectivement, il y a une très grande communauté, je pense probablement New York est la plus grande ville juive du monde, pratiquement. Moi-même, j'ai habité à New York en tout pendant 4 ans et on voit qu'il y a effectivement la présence juive est omniprésente et elle est très présente évidemment dans les médias. Le New York Times, Washington Post, tous les principaux médias sont aux mains de la communauté juive. Donc, c'est-à-dire que l'impact de cette communauté sur le decision making, sur la prise de décision, est très important et explique en grande partie sans doute pourquoi le soutien des États-Unis à Israël reste aussi vigoureux, même lorsqu'on a, comme par exemple maintenant, les images qu'on a de Gaza, etc. Et on voit que Joe Biden essaye de faire valoir un point de vue face à un Netanyahou qui ne l'écoute pratiquement pas. Donc on voit que les Américains sont un peu assis entre deux chaises. L'électorat juif américain est très démocrate, traditionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des républicains, mais grosso modo, c'est un électorat qui est démocrate. Et donc, Joe Biden il y a aussi des questions électorales. On est dans la campagne présidentielle, il ne faut pas l'oublier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle les Américains parlent de Genocide Joe, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'il y a des événements publics ou des réunions de campagne présidentielle, vous avez Joe Biden qui est interpellé comme Genocide Joe. Ça affecte évidemment sa perspective de réélection. Et donc, on voit que Joe Biden hésite entre son soutien indéfectible à Israël et la nécessité de maintenir un électorat du côté démocrate. Alors, et côté israélien, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu rapidement les différentes politiques qui ont été mises en place contre la population palestinienne, jusqu'à ce qu'on arrive à ce qui se passe aujourd'hui? Alors, comme j'ai dit, le livre que j'avais écrit, La guerre asymétrique en 2003, parlait exactement de la problématique de l'approche israélienne de la lutte contre le terrorisme. Et je le constatais déjà à l'époque et je le constate aujourd'hui aussi. Enfin, aujourd'hui plus qu'à l'époque, parce qu'aujourd'hui, on a, avec cette situation à Gaza, des bombardements massifs de populations civiles. Et
je constate que... En parlant de civils, c'est tombé hier, hein, mais selon Philippe Lazzarani, il parle de guerre contre les enfants. Plus d'enfants ont été tués dans la bande de Gaza en 4 mois de guerre avec Israël qu'en 4 ans de conflit à travers le monde. Ça, c'est le patron de l'agence de l'ONU, hein, Philippe Lazzarani. Tout à fait, c'est le patron de l'UNRWA, qui a d'ailleurs été mis en accusation parce qu'on a dit que des membres de cette organisation, agence de l'ONU, avaient participé au massacre du 7 octobre. En réalité, il est tombé tout récemment qu'il semble que ces employés, il y a des employés qui ont été capturés par les forces israéliennes lorsqu'elles sont intervenues sur la bande de Gaza, et puis qu'on est contraint on a fait faire des aveux forcés à des gens et qu'ils ont été menacés de torture et de choses comme ça. Et c'est sorti d'ailleurs dans la presse américaine, donc je n'invente rien du tout. Et c'est probable parce qu'il y a aussi un phénomène que nos médias n'ont pas révélé, mais l'idée que l'Agence des Nations Unies puisse être pénétrée par des terroristes, Hamas ou autres, est déjà très présente. Et donc, il y a une procédure de ce qu'on appelle vetting en anglais, qui est un processus de filtrage, si vous voulez, ou filtrage des employés. Et donc, chaque employé est réexaminé, son profil est réexaminé périodiquement, hein, et son profil est envoyé aux autorités de sécurité israéliennes. Tous les 6 mois, ils ont une mise à jour du pédigré de tous les employés de l'UNRWA. Donc, en réalité, les Israéliens savaient exactement qui était dans l'UNRWA. Nominalement, ils connaissaient le nombre, le pédigré des gens, et ils étaient en mesure de tout savoir. Donc, cette histoire qui est sortie au mois de janvier, comme quoi... Juste après l'histoire de la Cour, plainte de la Cour pénale. Le jour même, d'ailleurs, de la Cour pénale. Ça sonnait un peu comme un contre-feu. Totalement. Un peu quand même cousu de fil blanc. Ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que tout ça sont des faits qu'on connaît. Ce que je raconte n'est pas secret. Nos médias ne l'ont pas dit, mais ils ne l'ont pas dit parce qu'ils ne disent rien de ce qu'il faut savoir. Mais en réalité, c'était tout à fait connu. Et c'est là où j'ai toujours le problème. Vous savez, mes livres ne sont pas là pour distribuer des points, des bons points ou des mauvais points, mais pour aider à comprendre les mécanismes de décision. Enfin, je travaille comme un agent de renseignement. Si j'avais dû conseiller mon gouvernement, j'aurais fait ce livre-là, si vous voulez. Parce qu'il s'agit de mettre sur la table tous les éléments et puis ensuite de prendre la décision, mais pas de prendre des décisions sur simplement une partie du narratif, et notamment le narratif... Alors c'est pour ça que je voudrais qu'on continue, juste pour que tout le monde ait une vision d'ensemble sur Israël. Quelles ont été les opérations qui étaient menées depuis 1948 avec la Palestine, comment ça a été justifié jusqu'à maintenant, et qu'est-ce qui a été un paradigme ensuite sur sur la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre. Alors, tout d'abord, il faut comprendre, comme l'avait dit la CIA en 1947, l'objectif des Israéliens, d'une manière ou d'une autre, est à terme d'occuper l'ensemble de la Palestine, de la mer Méditerranée au Jourdain. Les Palestiniens ont d'ailleurs le même objectif de l'autre côté. Ils veulent retrouver la Palestine de 1947. C'est ça l'idée des Palestiniens. Donc, alors, la différence, c'est que les Palestiniens seraient prêts à avoir... des terres partagées, vous avez dit. Voilà, de coexister sur le territoire, alors que les Israéliens voudraient un territoire pour eux. Voilà, c'est ça la grande différence. Ou un territoire avec, comme ils ont actuellement en Israël, puisque vous avez 20% de la population israélienne qui est d'origine arabe, mais qui ont un statut différencié. Et c'est de là que vient d'ailleurs cette idée d'apartheid, qu'on peut discuter quant à la terminologie, mais qui est maintenant régulièrement utilisée dans les organisations internationales d'ailleurs pour qualifier. Mais on ne va pas entrer dans ces considérations. Mais ce qui est intéressant, c'est que la population arabe a évidemment un statut différent. Donc la population israélienne arabe, je ne parle pas des territoires occupés. La population qui vit en Israël et qui est d'origine arabe a un statut différencié de la population israélienne juive. Ça, c'est intéressant. Donc on a une distinction par rapport à l'ethnicité ou la religion. Et donc, dans les territoires occupés, eh bien, on a un statut de territoire occupé.
C'est-à-dire qu'on est sous un régime Ça, c'était intéressant ce que j'ai oui. d'occupation militaire. Oui. Et évidemment, Encadré juridiquement, normalement. alors, normalement, c'est quelque chose qui doit se dérouler selon les critères de ce qu'on appelle les conventions de Genève, qui décrivent exactement les tâches d'une force occupante par rapport à une population occupée et qui définit la manière dont ces deux entités doivent coexister. Et alors, vous avez une différence entre la Cisjordanie. La Cisjordanie est un territoire occupé, c'est-à-dire avec des troupes qui sont à l'intérieur du territoire. La bande de Gaza est une bande qui a été officiellement libérée en 2005, c'est-à-dire que les militaires israéliens se sont retirés de cette bande en 2005, mais ils ont maintenu un contrôle très strict de la vie à l'intérieur de la bande de Gaza en filtrant systématiquement tout ce qui rentre dans cette bande de Gaza et la vie qui s'y déroule. C'est-à-dire que... Ils la sèchent, en fait, de l'extérieur. Voilà, ils contrôlent absolument tout ce qui entre, l'eau, l'électricité, la nourriture. Ils ont même fixé des normes de nourriture qui rentrent. Donc, les convois de nourriture, donc je ne parle pas de maintenant, hein, je parle d'avant le 7 octobre. Depuis 2005. Depuis 2005, la nourriture qui rentre dans Gaza est calculée comme étant 2279 calories par personne. Voilà. C'est ce qui suffit à survivre en réalité, et pas plus. Donc vous avez des produits, tout d'un coup vous avez le Nutella qui est interdit, ou bien certaines plantes. Sur quel fondement ? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que et d'ailleurs la communauté internationale, les Nations Unies sont élevées à plusieurs reprises contre ces décisions parce que tout d'un coup les autorités peuvent interdire l'entrée de jouets, par exemple pour les enfants, ou bien le chocolat, ou bien de certains produits. Et le commerce aussi qui est rendu... Alors le commerce est rendu un peu, mais on va revenir sur la question du commerce. Mais l'importation, alors elle dépend par exemple d'Israël. C'est-à-dire que quand par exemple vous avez un produit, ça peut être de la sauge ou je sais pas, qui viendrait d'un produit qui n'est pas un pays ami d'Israël, Israël interdit tout simplement que ça entre à Gaza. Voilà, c'est le critère. Mais ça peut changer très rapidement. Et c'est totalement à la discrétion d'Israël. Arbitraire. C'est totalement arbitraire. Et évidemment, vous pouvez difficilement construire une économie à partir du moment où vos approvisionnements sont décidés de manière totalement arbitraire. Et puis, alors, il y a d'autres phénomènes, mais qui concernent pas seulement la bande de Gaza, qui concernent aussi évidemment la Cisjordanie. C'est le fait que par exemple, la production de citron, qui est une production traditionnelle des territoires palestiniens, eh bien, ils ne peuvent pas être exportés avec le label Made in Palestine. Ils doivent être exportés avec le label Made in Israel. Ce qui est contraire, d'ailleurs, au droit international. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que ça induit ce mouvement BDS, qui est un mouvement boycott d'investment et sanctions, qui a débuté aux États-Unis et qui vise à pénaliser les produits marqués israéliens, mais qui en fait sont produits en Palestine. De façon à ce que les Israéliens ne puissent pas en profiter. Mais en France, par exemple, c'est punissable. Donc le fait de boycotter un produit qui serait indûment marqué, alors que l'Union européenne d'ailleurs interdit à Israël, enfin disons, sanctionne l'idée qu'Israël puisse bénéficier d'une appellation Made in Israel pour quelque chose qui n'a pas été produit sur le territoire israélien, mais sur le territoire des territoires occupés. Et malgré cela, en France, eh bien, le participer au mouvement BDS est punissable par la loi. Donc, on est probablement dans ce système de culpabilité, ce qui indique que malgré tout... là, vous revenez sur la France, mais pour Israël, c'est pas de la culpabilité, c'est quoi ? Alors, pour Israël... Pour Israël, c'est quoi ? C'est de la fatigue de l'ennemi. Non, on est dans quelque chose qui est plus subtil que ça. Les Israéliens considèrent que cette terre leur appartient depuis 2000 ans. Et donc que ceux qui habitent dessus sont des immigrés illégaux ou des occupants. Donc, si vous voulez, quand vous avez une implantation israélienne en Cisjordanie, pour eux, ils libèrent un territoire.
Donc c'est ça le narratif. Oui, c'est vrai. voilà, c'est ça le narratif. Qui repose sur des textes religieux, c'est ce que vous vous rappelez. Voilà, on est sur une interprétation biblique. C'est pour ça que souvent les Palestiniens disent on prend la Bible pour un cadastre, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et puis, effectivement, si on appliquait le même principe en France ou en Europe, d'une manière générale, il n'y aurait plus beaucoup de pays qui auraient la configuration qu'ils ont maintenant. Si chaque population revendiquait des terres qu'ils avaient il y a 2000 ans, ça deviendrait très compliqué. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait revenir au droit international, et c'est là, ça reste quand même la base du jugement et de notre manière d'aborder les relations internationales aujourd'hui. C'est le droit international, c'est donc ce qu'a décidé l'Assemblée générale des Nations Unies ou le Conseil de sécurité des Nations Unies, et c'est à ça qu'on devrait s'en tenir. Mais incidemment, vous remarquerez que l'État d'Israël revendique toujours les territoires d'il y a 2000 ans, mais il ne se revendique jamais de la résolution 181 des Nations Unies dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'ils ne l'ont jamais respectée. Ouais, c'est très intéressant. Donc, ils n'ont jamais respecté le droit international. Jamais. Depuis le début. Alors, allons maintenant sur ce qui s'est passé depuis cette attaque, sur ce questionnement de génocide, et puis en ouvrant les yeux sur, en effet, la scène internationale et le fait que finalement l'Occident est en train de perdre toute sa crédibilité. Alors voilà, donc la rhétorique appliquée par... on a un gouvernement d'extrême droite quand même, donc on a un gouvernement qui est vraiment... Ça, vous parlez de Benjamin Netanyahu. Pardon, excusez-moi. Oui, bien sûr, qui est d'extrême droite, qui est ce qu'on appelle sioniste religieux, donc on est vraiment dans l'ultra-nationalisme. Et la rhétorique qu'ils ont utilisée depuis le 7 octobre, mais avant aussi, à vrai dire, a évoqué l'idée de génocide. Parce que dans la problématique du génocide, ce n'est pas le nombre de personnes tuées qui détermine, si vous voulez, la probabilité ou l'éventualité d'un génocide, mais c'est l'expression de l'intention de génocide qui est important. Oui. Et les déclarations des différents dirigeants israéliens tendent à accréditer l'idée de cette intentionnalité. Et c'est ça qui est l'élément considérable. D'ailleurs, que l'Afrique du Sud a tenté de démontrer lors de ces différentes plaidoiries. Très riche, oui. Voilà. Et le 26 janvier de cette année, la Cour internationale de justice a émis un jugement préliminaire qui parle de plausibilité de génocide. Alors, l'idée de ce jugement n'était pas de déterminer s'il y avait génocide ou pas à ce stade, mais de démontrer, de prendre des mesures d'urgence au cas où il y aurait un génocide. Donc c'est pour ça qu'il parle de plausibilité de génocide, justifiant des mesures d'urgence. Mesures d'urgence étant, il y en a 6, je ne les ai plus exactement en tête maintenant, mais grosso modo, il s'agissait d'arrêter les violences. Les services humanitaires. Voilà, c'est ça, d'arrêter de viser des civils et puis de permettre l'accès à l'aide humanitaire. C'était grosso modo ça. Et c'était ça l'idée. Et en ce moment, au moment où nous parlons, la procédure à la Cour internationale suit son cours. Alors normalement, Israël devait produire un rapport un mois après cette réunion de la Cour pénale internationale, prouvant justement de leur côté, qu'ils faisaient des efforts pour limiter, entre guillemets, la casse. On n'a pas de nouvelles de ce rapport. Non, je n'ai pas vu de nouvelles non plus de ce rapport. D'accord. Je ne sais pas s'il a été fait, mais pour beaucoup de gens, en fait, ce qui s'est passé depuis n'a pas montré d'infléchissement de la politique israélienne. Au contraire, même, on a tout fait pour éliminer l'UNRWA, donc l'agence des Nations Unies qui s'occupait et qui était la seule instance qui permettait de témoin, mais aussi qui coordonne les activités humanitaires. Et donc, en réalité, Israël n'a absolument pas infléchi sa politique, a continué sur la même lancée qu'avant, et même à certains égards un peu pire. C'est-à-dire qu'il y a eu moins de bombardements parce qu'aujourd'hui, les forces israéliennes sont sur le territoire de Gaza, donc ils ne vont pas bombarder évidemment les territoires où ils sont actuellement. Les combats qui se déroulent actuellement à Gaza sont dans des zones typiquement au nord de la bande de Gaza, à Gaza et des petits
petits villages qui sont encore au nord de Gaza, ainsi que dans la région de Zeytoun, plus au centre, et puis dans la région de Khan Younes au sud. On a des combats qui se font dans des zones qui sont presque libres d'habitants. Enfin, il y a probablement quelques habitants résiduels, mais grosso modo, on est dans des zones libres d'habitants où on a un affrontement entre des forces israéliennes qui sont là avec des moyens militaires, des chars, etc., et une guérilla. Et cette guérilla utilise les fameux tunnels dont on a beaucoup parlé, qui sont un immense réseau de petits tunnels dont certains ont été creusés lors de la présence israélienne, d'ailleurs. Ils continuent à creuser des tunnels. Et ces tunnels sont des tunnels de combat, comme on dit. C'est-à-dire que ce sont des tunnels qui permettent simplement de surgir à différents points du territoire, quelquefois derrière les zones israéliennes, et qui permettent de mener des attaques comme ça de commando et de disparaître pratiquement tout de suite après, sans Là, être... par exemple, un des grands reproches qui est formulé contre le Hamas, notamment, c'est d'avoir récupéré tout l'argent qui était envoyé à la bande de Gaza et pour alimenter et financer ces tunnels au détriment d'une population, comme on l'a vu, qui était déjà avant dans un état de survie. Alors, je pense, en étant honnête, que personne n'a la réponse honnête à cette question, en réalité. La réalité est probablement un peu plus nuancée. Les éléments qu'on a montrent que... D'abord, il faut comprendre que le Hamas, on le voit comme une organisation de combat. Alors, c'est une organisation de résistance. Et l'important ici, c'est de montrer qu'il y a une organisation militaire du Hamas et il y a une organisation civile du Hamas, politico-civile, qui a pour vocation d'aider la population civile, notamment les veuves, les orphelins, etc. Et puis d'assurer la gestion du territoire de Gaza, puisque depuis 2006 ou 2007, selon comment on regarde les choses, c'est le Hamas qui est aux commandes. Donc, il y a des infrastructures, comme chez nous, il faut réparer les routes après les bombardements israéliens, etc. Donc, il y a tout un travail d'infrastructure qui est fait. Et puis, ce travail d'infrastructure, il est en fait numériquement plus important que la partie armée. On estime, grosso modo, les chiffres ne sont pas connus avec précision, mais grosso modo, on estime qu'il y a environ 30 000 combattants du Hamas, mais la partie civile du Hamas, c'est-à-dire celle qui s'occupe de la gestion des infrastructures, l'aide sociale, l'assistance, la sorte de sécurité sociale, si vous voulez, tout ça, c'est environ 50 000 fonctionnaires qui sont là. Et l'aide qui vient par exemple du Qatar, etc., en théorie, je dis bien en théorie. Et de l'Union européenne, il me semble que l'Union européenne. Et l'Union européenne. Oui, alors, l'Union européenne a continué à financer effectivement l'autorité qui est en place à Gaza, qui est dès 2006, après les élections. Alors là, ça devient un peu compliqué à expliquer au micro, mais je l'explique dans mon livre, parce qu'on est on parle du Hamas, mais en réalité, on devrait parler d'une extension de l'autorité palestinienne, en réalité. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais toujours est-il que le financement qui vient d'extérieur finance en principe la partie civile. Et la partie militaire, elle est financée, alors de nouveau, c'est sous toute réserve, parce que personne ne connaît ça avec exactitude. Là, je vous dis ce que prétend le Hamas. C'est-à-dire que la partie militaire est financée par le zakat, n'est-ce pas, l'impôt islamique, alors que la partie extérieure est grosso modo financée essentiellement par les mais bon, fermons cette parenthèse, c'était parce que c'est... Voilà, c'est un peu compliqué. Disons que le problème c'est un peu toujours la même chose. Pas plus, ni moi, ni d'autres ont la vérité là-dessus. Et comme personne ne connaît la réalité, chacun crée sa vérité. Donc, je ne prétends pas que ce que je dis est parfaitement exact. Je ne le sais pas. C'est possible. Mais quand on voit les efforts que mènent les Occidentaux pour comprendre comment est financé le Hamas, j'en déduis, et d'ailleurs je me donne des exemples dans mon livre, pour indiquer que probablement les allégations qu'on fait sont purement gratuites, parce qu'en réalité on ne sait pas ce qui se passe. Alors revenons quand même sur cette notion de génocide. Vous commencez à expliquer sur quoi elle était fondée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement finalement, parce que nous on a des retours biaisés depuis l'opération israélienne, et puis surtout comment ça commence à réagir un peu partout au niveau international, et l'Occident finalement s'enferme dans cette... Alors,
effectivement, donc on a, surtout avec les bombardements qui ont eu lieu avant l'intervention des troupes au sol, les troupes israéliennes au sol, il y a eu des bombardements intenses qui consistaient en fait à détruire les infrastructures du Hamas et empêcher le Hamas de résister de façon à permettre l'avancée des troupes terrestres. Voilà, c'est grosso modo l'idée. Donc dans un premier temps, les Israéliens ont demandé à la population de Gaza de descendre vers le sud. Ensuite, ils ont bombardé. Et ensuite, ils sont venus avec des troupes. Voilà, grosso modo, c'est le schéma. Le problème est que quand ils ont demandé à la population de quitter Gaza, eh bien, il s'est avéré qu'en fait, la population n'a pas pu quitter matériellement parce qu'elle n'avait pas les moyens de quitter et elle s'est un peu enfermée elle est restée autour des hôpitaux qui étaient les infrastructures auxquelles elle pouvait se rattacher en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle les hôpitaux sont devenus un point stratégique que les Israéliens ont commencé à cibler. Parce qu'ils ont très bien vu, et c'est d'ailleurs pas seulement pour leur opération, qui s'appelle d'ailleurs Épée de fer. Ce n'est pas seulement pour le déroulement de l'opération Épée de fer, mais c'est probablement aussi dans le but de faire évacuer la bande de Gaza. C'est-à-dire ils se sont bien aperçus que s'il y a quelque chose qui retient les Palestiniens, ce sont les infrastructures critiques. C'est les points d'eau, c'est les hôpitaux, et c'est tout ce qui peut servir finalement à entretenir la vie. Et donc en détruisant ces points-là, on encourage les Palestiniens à quitter le territoire. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Alors c'est ce qui s'est passé au tout début de l'opération, donc peu après le 7 octobre. Les Israéliens ont commencé à bombarder, et alors en bombardant, le problème est qu'ils ont bombardé des populations qui étaient encore partiellement là. Ils ont même bombardé d'ailleurs des populations qui étaient en train de se déplacer vers le sud. Oui. Donc on a eu quelque chose qui allait quand même un peu au-delà de la simple opération militaire, parce qu'on voyait que manifestement il y a des civils qui ont été délibérément ciblés. Et ils ont été délibérément ciblés non seulement parce qu'ils ont été visés. Un record d'enfants. Voilà. Et le problème est qu'on utilise dans une zone qui est extrêmement densément peuplée, qui est pratiquement une des densités les plus fortes du monde en termes de peuplement. On utilise des bombes d'un tonnage absolument incroyable. On a des bombes d'une tonne pratiquement. Encore une fois, on parle d'Israël, donc normalement ils savent cibler s'ils veulent cibler. Ils savent cibler. Alors, je cite dans mon exemple l'élimination d'un dirigeant du Hamas à Beyrouth en janvier de cette année, M. Al-Arouri, qui a été éliminé avec une bombe précise, si vous voulez, une bombe de précision. Et on a ciblé sa maison et il est mort là. Donc les Israéliens savent faire. Oui, quand ils veulent. Ouais, quand ils veulent. Alors justement, puisqu'on doit conclure, on a encore la contre-information de Roxane avant 10h, donc voilà, c'est limité tout ça. Il nous reste à peu près 2 minutes. Juste, si vous pouvez nous dire, donc là aujourd'hui, la Cour pénale internationale continue son enquête. On n'a pas encore les résultats. Mais ce que vous dites dans votre livre, et qui est fondamental, et je pense que nous, en tout cas, c'est ce qu'on a réalisé aussi à travers nos interviews sur ce sujet, c'est que finalement, c'est déjà une alerte énorme qui a été lancée par l'Afrique du Sud. C'est justement symbolique aussi. Et que finalement, là, on voit l'autre monde émerger, qui lui a compris, qui lui veut respecter les règles et veut que peut-être que l'Occident finisse par les respecter. En tout cas, voilà. Donc, si vous pouvez conclure sur ce... Oui, tout à fait. C'est exactement ça. N'est-ce pas? La logique, d'une certaine manière, aurait voulu que ce soit un pays occidental qui aille devant la Cour internationale de justice. Parce que c'est nos valeurs. L'origine de ces fameuses valeurs. C'est les fameuses valeurs pour lesquelles nous battons, n'est-ce pas? Or là, c'est l'Afrique du Sud qui le fait, d'ailleurs avec une compétence remarquable. Il faut écouter les plaidoiries pour voir qu'ils ont monté un dossier qui est absolument remarquable. Et donc... on voit. Et puis, à côté de ça, d'ailleurs, il faut mentionner l'action des Houthis, par exemple, qui ont décidé d'appliquer des sanctions sur Israël. C'est-à-dire tant que le même jeu que nous faisons contre la Russie. Ils ont effectivement fait le symétrique de ce que nous faisons dans de pareilles situations. C'est-à-dire qu'on fait des sanctions et puis on impose ces sanctions par la force. Alors eux, ils n'ont pas une marine, etc. pour le faire. Ils le font avec des roquettes dans le cadre de la mer Rouge. Mais ça montre aussi qu'il y a une défiance du Sud par rapport au Nord. Ça montre aussi que l'Occident est incapable de faire prévaloir les valeurs qu'il défend.
Et on le voit d'ailleurs très très bien. D'appliquer plutôt, plus que Oui, on n'arrive pas, parce qu'on n'a plus d'influence, même pas sur Israël, qui est pourtant un allié, n'est-ce pas ? Et c'est là que l'on voit quand même un signal qui est assez important pour nous, que l'on devrait, à mon avis, capter avec un peu plus d'attention. Et d'ailleurs, on le voit avec Biden, qu'il n'a pas ni la force, ni la capacité d'interrompre ces livraisons d'armes, par exemple, à Israël, qui serait la manière la plus sûre de faire cesser les exactions commises par Israël. Or, on voit qu'on n'est même pas en mesure de le faire. Ça. Et même quand Joe Biden dit à Netanyahou qu'il y a trop de morts, etc., les Israéliens font comme s'il n'avait rien dit du tout. Donc, on s'aperçoit que l'Europe, dans ce conflit, est absolument absente. Elle n'est même pas inaudible, elle est absente. Alors, Emmanuel Macron, il y a peu de temps, a commencé à dire... Non, mais il fait un combat d'arrière-garde, comme d'habitude, parce que déjà, il parle d'abord d'un soutien indéfectible, ensuite, on revient en arrière. Donc, on ne sait pas vraiment... Et je comprends d'ailleurs que les Israéliens, avec des Européens comme ça, ils ne savent pas sur quel pied danser. Et par conséquent, on n'apporte rien du tout. Et puis aujourd'hui, ce qui fait peur, naturellement, aux Européens, c'est que si Israël est déclaré comme génocidaire, nos relations avec Israël vont être très compliquées. Mais c'est pas que ça, c'est tout le narratif occidental qui s'effondre. Alors le narratif, c'est une chose, mais ça va plus loin. Comment voudriez-vous, par exemple, fournir des armes à un État génocidaire ? Ou acheter des armes à un État génocidaire, ou avoir du commerce avec un État génocidaire. Et est-ce qu'on accepte, par exemple, que Netanyahou et faire les venir... guerres à l'étranger sur d'autres, au nom de nos valeurs qui sont complètement biaisées. Ça vient en plus, mais j'entends si le terme de génocide est appliqué à Israël, ce qui n'est pas encore le cas formellement, mais admettons que ça le soit, toutes nos relations avec Israël doivent être repensées. Donc on est dans une situation qui est à la fois pour Israël et pour nous devient extrêmement délicate, et je pense que personne n'a encore pris la mesure de ce que ça pourrait impliquer pour nous et pour Israël d'ailleurs. Et vous parlez d'Israël, mais je pense que vraiment, il y a les autres pays, le Grand Sud, les BRICS, ouvrent les yeux. Absolument, eux ont très bien compris les enjeux. Et nous, on ne voit rien et on s'aveugle avec ce qui se passe aujourd'hui sur la scène israélo-palestinienne. Voilà, c'est un livre extrêmement fourni. On a essayé de brosser un peu le parcours de ce livre. Merci beaucoup, Jacques Beau.